Bienvenue à toutes et à sur Radio Fadjet pour votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Mi-Science Impossible est une émission durant laquelle les agents Gaëtan, bonjour Gaëtan. Bonjour Justine, bonjour à tous et à toutes. Bertrand, bonjour Bertrand. Bonjour Justine, bonjour à tous. Et moi-même Justine, tous les trois élèves à l'ENSIC, vous explique à chaque émission le fonctionnement de 4 phénomènes physiques ou chimiques par le biais de questions-réponses qui vous ont été posées préalablement. Bon, ça c'est en temps normal, car à cause des conditions actuelles, nous ne pouvons malheureusement pas venir vous poser des questions dans la rue lors de nos micro-trottoirs. Mais heureusement, nous continuons quand même nos émissions et nous comptons sur vous pour venir sur notre page Facebook pour répondre aux questions, comme certains l'ont fait pour cette émission et nous les en remercions évidemment. Pour info, l'ENSIC, c'est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle ou plus simplement passer de l'échelle du laboratoire à celle de l'industrie. On y étudie la physique et la chimie dans le thème de l'énergie et de l'industrie. Mais il est temps de savoir ce qui nous attend aujourd'hui. Alors Gaëtan, c'est toi qui vas commencer, mais en nous parlant de quoi ? Je vais tout d'abord vous parler du phénomène de corrosion, un phénomène du quotidien, mais aussi une grande problématique pour les industriels du monde entier. Oui, et c'est vrai que c'est très intéressant, mais quel est le second axe que tu vas emprunter ? On verra ensuite comment on est capable de générer de l'électricité grâce aux mers et aux océans. Ça pour le coup, je m'y connais pas du tout, donc j'ai hâte d'écouter ça. Bertrand, nous allons également t'entendre, et pour le coup, c'est directement en rapport avec l'émission. C'est exact, car je vais vous parler des ondes radio et par quel moyen vous avez le plaisir de pouvoir nous écouter sur votre poste radio. Et je pense que c'est toujours une petite chose sympa à savoir. Et pour finir, nous allons un petit peu nous élever dans le ciel, je crois. En effet, nous allons voir comment font les oiseaux et les avions pour voler, et vous verrez que les deux n'utilisent pas du tout le même phénomène physique. Maintenant que tous les agents sont prêts, il est temps de commencer cette nouvelle Mi-Science Impossible. Mais juste avant, nous avons eu une réponse quant à ce qu'est la corrosion sur notre page Facebook. Malheureusement, la corrosion n'est pas le fait que les roches se dégradent à cause de l'eau, car ce phénomène, c'est l'érosion. Merci à elle d'avoir quand même participé à notre sondage. Agent Gaëtan, je te laisse maintenant débuter cette mission. Et si on commençait par une petite mise en situation ? Allez, imaginez, vous arrivez dans un terrain vague et vous voyez, dans un coin, un vieux vélo abandonné. Vous ne savez pas depuis combien de temps il est là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas tout jeune parce qu'il est tout rouillé. L'acier du cadre est rempli de cette couche un peu brune-orangée et qui s'effrite quand on gratte un peu. En des termes un poil plus scientifiques, on dit que la vieille bicyclette s'est corrodée car il y a eu une réaction d'oxydation du métal de son cadre. Voilà donc notre situation de départ. Du coup, qu'est-ce que ça peut bien être la corrosion ? En fait, c'est une réaction chimique qui se passe sur un métal. Cette réaction a un nom bien particulier que j'ai mentionné juste avant, c'est l'oxydation. Et nous allons voir précisément ce que c'est pour que vous ayez tout compris à la fin de cette chronique. Donc, un métal, comme l'acier du cadre du vélo, s'oxyde car il va être au contact d'un oxydant. C'est une espèce qui, lorsqu'elle s'approche du métal, va l'obliger à lui donner un ou plusieurs des électrons qui sont autour de son noyau. On dit que le métal, lui, est le réducteur de la réaction. Les espèces oxydantes dans notre exemple sont l'eau, qui arrive à cause de la pluie notamment, et le dioxygène de l'air qui entoure le vélo. Mais il en existe bien d'autres pour d'autres types de corrosion. La perte de ces électrons fait réagir le fer de l'acier avec des espèces qui, sans rentrer dans le détail, vont alors donner des oxydes de fer. C'est tout simple, c'est juste un mélange d'une espèce de fer et d'oxygène. Et ce sont justement ces oxydes de fer qui composent la couche de rouille sur le métal et qui lui donnent cette couleur assez particulière. Maintenant, faisons un petit crochet dans le monde des procédés industriels. Les réacteurs chimiques sont les sièges de multiples réactions. Il arrive souvent que l'on fasse réagir des acides qui sont donc corrosifs et qui vont venir agresser la structure des réacteurs. Elles sont faites la plupart du temps d'un alliage de métaux qui sont oxydables. Mais alors il faut que tu nous dises quelles sont les solutions que les ingénieurs ont trouvées pour épargner les réacteurs. En effet, et j'y viens. Il existe plusieurs solutions, on peut donc choisir en fonction du problème à résoudre. Une solution qui est beaucoup utilisée dans l'industrie est celle que l'on appelle une anode sacrificielle. C'est en fait tout simplement un métal que l'on va placer dans le réacteur avec les produits chimiques et qui va créer une compétition avec le métal qui compose le réacteur. L'astuce, c'est que l'oxydant, quand il va voir les deux métaux, il va préférer aller réagir avec le métal de l'anode sacrificielle et aller l'oxyder, laissant tranquille le métal du réacteur. Il suffit alors de mettre régulièrement une nouvelle anode lorsque l'actuelle est trop rongée par la corrosion.
Cela sauve un bon nombre de réacteurs qui, par conséquent, ne sont pas agressés, et cela aurait les conséquences dramatiques de percer les réacteurs et entraîner des déversions de produits chimiques dangereux et ainsi mettre en danger les personnes qui travaillent sur les sites. Enfin, pour la petite application dans notre quotidien qu'il est bon à savoir, on protège le métal de nos ballons d'eau chaude avec une anode sacrificielle aussi. Oui, et dans ce cas, on peut protéger le chauffe-eau de l'oxydation par le dioxygène qui est contenu en petite quantité dans l'eau, mais cette quantité augmente au fur et à mesure de l'utilisation de l'appareil, et cela peut créer un danger. On place donc une anode, cette fois-ci en magnésium, un métal que le dioxygène va préférentiellement attaquer, et si l'anode est changée avant qu'il ne soit totalement rongé, votre ballon d'eau chaude doit rester intact en tout. Point. Eh bien, merci Gaëtan. Donc en fait, on met un élément qui va subir tous les dégâts de la corrosion à la place de l'élément important comme le réacteur ou le ballon d'eau chaude par exemple. C'est ça, tu as tout compris. Et petit point supplémentaire, on utilise aussi des méthodes d'anticorrosion pour protéger les navires de l'eau de mer, ainsi que les systèmes immergés comme les systèmes houlomoteurs, mais ça, tu nous en parleras plus tard, je pense. Maintenant que vous savez ce que c'est que la corrosion, on vous laisse en compagnie de Beyond the Sea de Bobby Darin. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, bye-bye. Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. Et vous êtes en plein cœur de votre émission Mi-Science Impossible et je suis toujours en compagnie de Bertrand et de Gaëtan. Ces derniers venaient de nous expliquer le phénomène de corrosion. Si vous avez raté ça, toutes nos émissions sont disponibles en podcast. Je vais maintenant laisser la parole à Bertrand qui va nous parler de ces beaux outils que sont la radio et ses ondes. En effet, mais dans un premier temps, il faut se demander ce qu'est une onde. On en a déjà parlé lors de notre première émission, rappelez-vous, mais nous allons faire une petite piqûre de rappel. Une onde, c'est une propagation d'une perturbation produisant une variation locale des propriétés physiques d'un matériau. Là, vous comme moi, on n'y comprend rien. On va faire plus simple. Imaginez que vous balancez un caillou dans une flaque ou dans un lac. Vous voyez des vagues se créer. Les vagues, ce sont les ondes créées par l'impact du caillou dans l'eau. Maintenant que vous voyez ce qu'est une onde, on va parler de leur structure. Une onde est caractérisable par plusieurs choses. Son amplitude, c'est la hauteur des vagues,
Sa période, c'est le temps entre deux vagues, son sens de propagation, donc d'où elle vient et où elle va, et dans quelle direction est l'onde. Pour expliquer ça, on va reprendre la vague. La vague dans l'eau a une amplitude de quelques centimètres. Il doit y avoir une crête toutes les quelques dixièmes de seconde. L'onde va de là où vous avez balancé le caillou vers le bord du lac, c'est son sens, et vous voyez l'eau monter et descendre. Ça, c'est sa direction. Et je vais vous expliquer comment fonctionnent les ondes radio grâce à ça. Mais d'abord, un petit détail. Les ondes se propagent plus loin si leur fréquence est basse, c'est-à-dire si leur période est longue. C'est important à retenir parce que c'est la raison pour laquelle les ondes utilisées pour les ondes radio sont spéciales. En effet, pour coder des informations audio comme les paroles que vous entendez actuellement, bable bibobu, il faut des grandes fréquences et donc la portée de ces ondes est très faible. Idéalement, il faut donc avoir une petite fréquence et une grande fréquence. C'est paradoxal. C'est là que nous allons passer dans la structure même de l'onde. Vous vous en doutez peut-être, mais il existe des formules mathématiques pour décrire les ondes. Et vous vous doutez bien que s'il existe des formules, on a fait plein d'opérations mathématiques avec. Et il existe des appareils électroniques qui s'appellent des multiplicateurs qui permettent de multiplier ces ondes. Alors, pour la suite, je vais vous demander de me croire sur parole parce que je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails parce que ça ne serait pas pratique pour la compréhension. En multipliant deux ondes, on va pouvoir obtenir une seule onde, mais qui cumule les caractéristiques des deux ondes. En gros, vous allez avoir une onde avec une grosse amplitude et une grosse période, et si vous zoomez, au lieu d'avoir une surface lisse, l'onde aura à sa surface une autre onde de petite amplitude, petite période. Si je vous ai perdu, on va refaire ça de manière plus simple. Vos deux vagues, en se rencontrant, ont donné une vague énorme, et sur cette vague énorme, il y a plein de petites vagues. Et bien ça, c'est le principe de fonctionnement de l'onde radio. Une onde porteuse du signal, c'est la grande vague, et une onde codeuse de l'information. Et ainsi, on a une onde avec beaucoup d'informations qui va très loin. Et donc, pour revenir sur la question initiale, qui était comment fonctionne un poste radio, eh bien, dans votre poste radio, il y a une antenne qui va pouvoir capter et sélectionner les ondes qui arrivent, des outils électroniques comme le multiplicateur qui vont se charger de récupérer la petite onde de faible période qui contient les informations, et un baffle qui va vibrer et produire le son. Parce que oui, le son, c'est juste des vibrations dans l'air. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote. Est-ce que vous connaissez la vitesse du son dans l'air, Justine, Gaëtan? Alors je sais déjà que c'est beaucoup moins rapide que la lumière, et l'ordre de grandeur de la centaine de mètres par seconde. Ouais, moi je la connais la réponse. C'est environ 340 mètres par seconde. C'est exact. Alors, pour revenir avec ce que tu disais, la vitesse de la lumière, c'est à peu près 300 millions de mètres par seconde. Le son, c'est un petit peu moins, c'est 340 mètres par seconde. Mais vous avez peut-être déjà vu dans les westerns des bandits coller leurs oreilles aux rails des chemins de fer pour préparer leurs pièges pour les trains. Eh bien, sachez que les ondes se propagent plus de 15 fois plus vite dans les rails de chemin de fer que dans l'air. La vitesse de propagation des ondes sonores dans l'acier, c'est quasiment 6 km par seconde. Et c'est comme ça qu'ils entendaient les trains venir bien avant de les entendre. Ok, donc pour résumer, si j'ai bien compris, c'est grâce à la coopération de plusieurs ondes qui sont traitées au niveau du poste que nos auditeurs peuvent nous écouter. C'est ça. Eh bien, c'était vraiment très intéressant de savoir comment fonctionne cet objet du quotidien. Maintenant, vous n'avez plus de raison de ne plus nous écouter sur votre poste. Mais changeons un petit peu de sujet. Gaëtan nous avait brièvement évoqué la corrosion en milieu marin à la fin de ta première chronique. Mais là, tu vas nous montrer que les mers et océans de ce globe peuvent être utilisés pour produire de l'électricité d'une façon plus ingénieuse. Alors explique-nous ça. Utilisez la nature, cet immense auxiliaire dédaigné. Réfléchissez au mouvement des vagues, au flux et reflux, au va-et-vient des marées. Qu'est-ce que l'océan? Une énorme force perdue. Ça, ce que je viens de vous lire, c'est ce qu'écrivait Victor Hugo dans son roman 93 au XIXe siècle. Plutôt visionnaire, on aurait envie de dire. Surtout quand on sait que de nombreux scientifiques et ingénieurs se sont penchés sur la question de tirer profit de la ressource maritime. Cela a amené la naissance de nombreux projets de récupération de l'énergie des océans, plus précisément de l'énergie de la houle, qui ont vu le jour depuis quelques années. Pour partir sur de bonnes bases et pour que tout le monde comprenne, nous allons ensemble voir ce qu'est la houle. Tout d'abord, avant ça, je rappelle ce qu'est une vague. Une vague, c'est une onde qui se forme à la surface de l'eau, principalement à cause du vent qui souffle à cet endroit, et qui s'échoue sur les rivages.
Comme l'a dit Bertrand tout à l'heure dans l'émission, une onde a ses propriétés, son amplitude, sa période, etc. Eh bien, une vague, c'est tout simplement une onde qui n'est pas stable dans le sens où les propriétés que je viens de citer ne sont pas identiques à tout instant. À partir de cela, on peut dire que la houle, c'est une vague dont les propriétés se stabilisent dans le temps, où toutes les vagues à la surface de l'eau s'harmonisent pour ne former qu'une seule et belle onde, avec des jolies crêtes que l'on peut observer au large depuis le littoral. Le vent qui souffle apporte de l'énergie à la vague qui se crée et donc la houle qui va se propager transportera avec elle de l'énergie jusqu'à ce qu'elle arrive au littoral et qu'elle redevienne une vague qui va déferler. Et c'est justement cette énergie transportée que l'on souhaite récupérer pour en faire de l'électricité. Ça paraît incroyable, n'est-ce pas ? Voyons de plus près comment ça marche. Tout d'abord, il existe plusieurs types de systèmes dits houlomoteurs. Ça, c'est un joli mot pour dire que l'on produit de l'électricité à partir du mouvement de la houle. Malheureusement, je n'ai pas le temps de tous les évoquer ici. Je vais donc me focaliser sur les systèmes que l'on appelle pompes ou absorbeurs. Leur principe de fonctionnement est le suivant. On met un flotteur au niveau de la surface de l'eau ou un peu immergé, et ce flotteur va suivre la houle avec un mouvement vertical. Il va aller de façon régulière de haut en bas, puis de bas en haut, et ainsi de suite, au fur et à mesure du passage de l'onde de la houle, la crête de l'onde, puis le creux, etc. Le flotteur va transmettre son mouvement à la base du dispositif qui se trouve au niveau du fond marin. Et au niveau de cette base, il y a un vérin hydraulique. C'est un appareil qui permet de transmettre une force mécanique d'une partie à une autre d'un assemblage. En fait, tout simplement, ici, on a un piston qui se déplace grâce au mouvement du flotteur dans un cylindre qui est rempli d'eau. Et le cylindre va alternativement se remplir et expulser l'eau qui est dans le vérin, selon que le flotteur monte ou descend avec la houle. Cette eau expulsée va mettre en rotation les pales d'une turbine, et le mouvement de rotation va mettre en marche à son tour un alternateur, comme les alternateurs qu'on peut retrouver sous le capot des voitures, et qui alimentent la batterie du véhicule et met en route le moteur. Et c'est cet alternateur qui, lui, va produire de l'électricité. Et voilà, on tire de l'électricité d'un phénomène le plus naturel qui soit. Une tendance sur laquelle nous allons, je l'espère, de plus en plus surfer dans les années à venir. Eh bien, ça rajoute un autre moyen pour produire de l'énergie qui n'est pas forcément connu, à côté de l'énergie éolienne ou solaire par exemple. Et pour rester dans cette énergie justement, écoutons la très belle chanson Birds des Imagine Dragons. Faites le plein de bonnes ondes avec Fadjet. Two hearts, one valve, pumping the blood, we were the flood, we were the body, and two lives, one life, sticking it out, letting you down, making it right. Seasons they will change, life will make you grow, change will make you cry, cry, cry. Everything is temporary, everything will slide, love will never die, die, die. I know that birds fly in different directions. I hope to see you again. Sunsets, sunrises, living the dream, watching the leaves, changing the seasons. Some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow, death can make you hard, hard, hard. Everything is temporary, everything will slide, love will never die, die, die. I know that birds fly in different directions. I hope to see you again.
I know that birds fly in different directions. I hope to see you again. Birds fly in different directions. So fly high. Vous êtes toujours, chers auditeurs, sur Radio Fagette dans la deuxième partie de votre émission Mi-Science Impossible et je suis toujours en compagnie de Gaëtan et Bertrand. On venait de voir comment produire de l'énergie grâce à la force des vagues. Je rappelle que toutes nos émissions sont disponibles en podcast pour nous réécouter en partie ou l'émission complète. Et c'est à Bertrand de conclure nos sujets du jour. Et avec lui, nous allons enfin savoir pourquoi les oiseaux et les avions, eux, peuvent voler, contrairement à nous malheureusement, et à bon nombre d'autres animaux. C'est à toi. Merci Justine. Eh bien, commençons dans un premier temps par les avions. Vous allez voir, c'est plus simple. Tout repose sur un phénomène physique appelé portance. Pour comprendre ce que c'est, il faut faire de la mécanique des fluides, ce qui est une matière clé enseignée à l'ENSIC. Cette matière étudie entre autres l'écoulement des fluides, donc des gaz et des liquides, dans différents environnements. On va passer les détails. Tout ce qu'il faut retenir pour les avions, c'est que plus un fluide va vite, plus sa pression est basse. C'est assez contre-intuitif, mais physiquement, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les ailes d'un avion, mais elles sont un petit peu bombées sur le dessus et un peu inclinées. L'arrière de l'aile est plus basse que le devant de l'aile. Eh bien, quand l'air arrive de devant, l'air qui va devoir aller de l'avant de l'aile à l'arrière de l'aile a donc deux chemins. Il peut passer au-dessus de l'aile ou au-dessous de l'aile. Comme dit précédemment, le dessus de l'aile est bombé. Le chemin à parcourir sera donc plus long que celui en dessous. L'air devra donc aller plus vite et la pression sera donc moindre sur le haut de l'aile que celle qui sera exercée en dessous. Il y aura donc une force qui voudra soulever l'avion, comme ça. Pour voir ça avec vos propres yeux, je vous invite, si vous êtes chez vous ou en pause au travail, à prendre une feuille. Vous la posez devant vous et vous la prenez par les côtés avec deux doigts. Vous la passez entre votre pouce et votre index, par exemple, de chaque côté, et vous faites en sorte que la plus petite partie de la feuille soit entre votre visage et vos mains. Maintenant, vous soufflez juste au-dessus de la feuille. Vous faites en sorte que votre souffle touche la surface de la feuille. Et là, normalement, vous devriez voir la partie extérieure de la feuille, donc celle qui est loin de votre visage, qui va se soulever. Vous venez de créer un phénomène de portance. Et c'est comme ça que volent les avions. Maintenant, parlons des oiseaux, parce que c'est un petit peu différent quand même. Parce que vous aurez remarqué que les ailes des avions ne battent pas. Vous vous demandez comment font les oiseaux dans ce cas-là. Eh bien, on va utiliser une analogie avec de l'eau, encore une fois. Pensez à la brasse, cette nage que vous avez appris à faire. Vous pouvez avancer dans l'eau parce que vos bras et vos jambes prennent appui sur l'eau pour vous pousser en avant. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'en brassant l'eau avec vos bras, vous exercez une force dans ce fluide. Cette force qui va donc derrière vous quand vous ramenez vos bras. Eh bien, en contrepartie, il y a une force qui vous pousse, vous, vers l'avant. Il y a un équilibre des forces. Et c'est ça qui vous permet d'avancer. Eh bien, pour un oiseau, c'est exactement la même chose. Mais comme il est très léger et que ses ailes ont une surface bien supérieure à celle de nos bras et mains, proportionnellement bien sûr, ils peuvent générer beaucoup plus de force que nous vers le haut. Et c'est comme ça qu'ils peuvent s'élever dans les airs. Petit détail aussi, parfois vous voyez des rapaces s'élever dans les vallées, en montagne surtout, alors qu'ils ne battent pas des ailes. La raison est simple. Ils surfent sur les courants d'air chaud ascendants et au lieu de devoir battre des ailes pour pousser l'air, c'est l'air qui les pousse directement. Ok, donc si les avions et les oiseaux volent, c'est en quelque sorte parce qu'il va y avoir moins d'air, enfin l'air va aller plus vite au-dessus des ailes, ce qui va faire moins de poids et donc l'air du dessous va pouvoir plus facilement en fait pousser vers le haut. Alors, c'est pas une question de poids, c'est une question de pression. Mais sinon, c'est exactement ça le principe. Bah, merci beaucoup Bertrand. Et donc après toutes ces explications fort intéressantes, il est temps de passer à notre superbe quiz. Yes. Yes, super. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques petites anecdotes. Donc première petite question. Savez-vous quelle est la particularité de la route Interstate 19 ou Interstate 19
en Arizona, aux États-Unis? Oula, non. Parce que la route 66 et la route 51 sont très connues, mais la route 19, Peut-être qu'elle est réservée qu'à un seul type de véhicule. Non, c'est pas ça du tout. Donc, petit indice, c'est par rapport à ce qui est écrit en fait sur les panneaux de signalisation. il n'y a pas une histoire de les avions peuvent s'y poser ou quelque chose comme ça? Non, non plus. C'est écrit dans une langue particulière. Non, c'est pas une histoire de langue, c'est plus une histoire de chiffres. Est-ce que ça a un rapport avec les bornes qui sont inscrites normalement tous les kilomètres, ou je sais plus quelle unité de mesure ils utilisent là-bas? Ah, tu viens de toucher un petit point intéressant là, Bertrand. On a toujours la même borne, elle ne change pas au fur et à mesure de la distance. Non, c'est pas ça. Ah. Donc c'est une unité particulière qui est utilisée du coup? Ouais, ça se rapproche. Qu'est-ce que ça peut être? Le problème, c'est que sur les routes, donc tu nous dis que c'est des espèces de bornes qui sont utilisées sur la route, c'est ça? Non, c'est pas des bornes, c'est Non, par rapport des aux bornes. panneaux de signalisation comme C'est- on a chez nous en France. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas une signalisation de attention, danger, quelque chose comme ça à une certaine distance? Non, D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas des villages, des trucs comme ça? non, Est-ce que ce serait pas, enfin là je viens de penser, c'est un petit peu morbide, mais est-ce qu'il y aurait pas eu tellement d'accidents qu'il y aurait des panneaux de commémoration tout le long de la route? non, pas du tout non plus. Non, c'est une histoire de chiffres plutôt, par rapport aux chiffres qui sont sur ces panneaux. Bah moi je donne ma langue gauche, là, vraiment, j'ai aucune idée. Je vois aussi, je vois pas. Je vais vous commencer l'explication. En fait, c'est la seule route des États-Unis qui utilise le système métrique. Parce que les États-Unis n'utilisent pas le système métrique, c'est-à-dire les litres, les secondes, les mètres, mais ils utilisent un système qui dérive du système impérial, donc comme les gallons ou les miles par exemple. Ah mais oui, ils sont en miles normalement, exact. Et donc il y a une époque où le pays a voulu changer de système pour aller au système métrique justement pour faciliter leurs échanges avec le reste du monde. Et donc ils ont changé les panneaux des routes, les panneaux indiquant les distances avant les sorties par exemple. Mais ce changement n'a pas vraiment abouti. En fait, ils ont décidé de remettre tous les anciens panneaux, donc qui étaient en miles. Mais l'Arizona n'avait pas vraiment envie de tout rechanger les panneaux, question budgétaire notamment, et parce que c'était pas très pratique pour les commerçants qui financent en partie ces panneaux justement. Oui, j'imagine. Pour l'instant, il y a des panneaux en mètres ou en kilomètres sur cette route, mais quand ces panneaux seront vraiment trop usés, malheureusement, ils vont devoir enlever tous ces panneaux quand même pour en mettre des nouveaux, mais ceux-ci seront cette fois en miles, donc il n'y aura Donc, tu plus veux dire cette que pour particularité. Donc tu veux dire que pour l'instant il y a des panneaux en miles et en kilomètres sur la route, ou c'est que des kilomètres et il manque des panneaux de temps en temps? Pour moi, il y a Ça, que des je sais pas kilomètres. exactement. Ouais. Mais Je pense que donc, pour des questions de cohérence, ils n'ont pas mis et kilomètres et le miles. Ouais. c'est vrai. Mais du coup, ils remplacent quand même les panneaux usés en miles, et c'est ce qu'ils vont donc tendre à faire pour plus tard. Mais pour l'instant, donc, il y a encore des panneaux en mètres, et donc les habitants se sont habitués au final à ce système. Merci pour cette information. Belle anecdote. Et ensuite, deuxième petite anecdote qui est en rapport avec la France cette fois. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression « attendre 107 ans » qu'on peut dire quand quelque chose nous paraît très long, par exemple? Alors aucune idée. Encore une histoire bah, de guerre ou quelque chose comme ça? Ouais, moi je veux dire, une guerre qui a duré... Après, la guerre de 100 ans, elle a duré plus de 107 ans, je crois, elle a duré 114, donc Oui. c'est pas forcément ça. Mais peut-être, une bataille ou une rivalité. Peut-être que ça marque la fin d'une rivalité. Eh ben non, ça n'a pas du tout de rapport avec la guerre. Si c'est pas la guerre, est-ce que c'est une coopération, peut-être? Non, c'est un rapport avec un monument. C'est un temps de fabrication? Enfin de construction du coup? Ouais, c'est à peu près ça. Une cathédrale? Oui? Allez, je tente la cathédrale de Reims. Non, pas du tout. Ah, Notre-Dame? Oui, c'est Notre-Dame de Paris. bien joué. D'accord. Donc ça vient de la construction de Notre-Dame de Paris. Et le chantier aurait bien duré quasiment 107 ans, faisant que les Parisiens devenaient lassés de ne pas voir le bout du chantier, en fait. Donc ça Tu devenait très m'étonnes. long pour eux. Il y avait plusieurs générations là qu'on dû attendre en plus à cette époque. Ah oui, c'est sûr, 107 ans, oui. Ton grand-père a vu le début de la construction, tu verras peut-être la fin, mon petit-fils. Peut-être qu'ils ont dit ça, on ne sait pas. Eh bien, c'est la fin de notre quiz et de notre émission. Donc, merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission.
On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous réécouter en podcast sur le site fagette.net ou sur nos réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram. D'ailleurs, si vous avez des questions sans réponse, n'hésitez pas à venir les poser. Nous y répondrons peut-être dans une émission future. Votre équipe d'agents prend elle aussi des vacances, c'est pour ça qu'on vous retrouve en janvier, le vendredi 8, de 16h à 16h30. D'ici là, bonne fête à tous. Salut à tous.